interlocuteurs du jour sur ce webinaire. Donc, vous allez avoir donc, du coup Eleanor Pankowski, qui est donc, du coup responsable marketing et communication pour France Benelux. Et donc moi-même, business developer, manager France Benelux pour l'activité principalement pure technologique que nous allons détailler pendant ce webinaire. Je laisse quelques petites secondes encore aux dernières personnes qui sont en train de se connecter. J'espère que tout le monde arrive bien à m'entendre. Donc, je rappelle pour le bon fonctionnement de ce webinaire que vous avez donc du coup la possibilité de nous poser déjà vos questions par le biais du chat questions-réponses qui doit s'afficher sur l'une des barres de votre écran. Et après, il y aura également une séance de questions-réponses pour ceux qui ont des questions en fin de présentation. Voilà, donc je vais me permettre du coup de lancer ce webinaire. Donc voilà, la thématique de ce webinaire aujourd'hui est donc principalement comment optimiser votre gestion patrimoniale des réseaux. Je vais d'abord commencer par une toute petite présentation de Xylem en quelques chiffres, juste pour rappeler voilà, une société internationale avec plus de 1700 employés, une répartition globale à travers le monde, donc plus de 400 sites présents dans le monde avec des points de vente répartis sur plus de 150 pays, avec une activité majoritairement axée sur ce qu'on va appeler le municipal, mais également l'industrie, le CVC et également toute la partie résidentielle. En termes de présence, nous couvrons ce qu'on appelle l'ensemble et l'intégralité du cycle de l'eau, avec différents postes, que ce soit de la prise et surveillance de l'eau en milieu naturel, que ce soit également de la désinfection, que ce soit du transfert de l'eau potable, comptage et facturation également de ces eaux-là, évaluation de l'état des réseaux, et de bien mettre donc, du coup, en avant également la partie gestion des réseaux et donc du coup la gestion patrimoniale, qui est le thème de ce webinaire, et également la partie désinfection de l'eau et traitement des eaux usées. Voilà pour cette petite introduction sur Xylem. Si on fait un point plus particulier sur l'état des réseaux français aujourd'hui, il en ressort, suivant les dernières assises de l'eau, que plus de 50% des réseaux ont été posés il y a à peu près dans les années 70. Et malheureusement, ces réseaux-là sont vieillissants, ce qui permet du coup aujourd'hui de ressortir une estimative sur le nombre de fuites et de rendement des réseaux. Donc aujourd'hui, le bilan est 1,5 litres d'eau est perdu sur une production, ce qui fait un équivalent de, on va dire, 142 ans de consommation totale de bouteilles d'eau. Donc on se rend compte que voilà, il y a une vraie problématique sur ce rendement et du coup, c'est un axe de vigilance pour l'ensemble des propriétaires des réseaux. Si on fait un peu plus de zoom sur la partie réseau, il y a différentes moyennes. On va dire que la moyenne nationale des réseaux est en dessous des 80%. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces réseaux-là vont, du coup, à terme, être amenés à devoir être remplacés. Mais si on prend le parti pris aujourd'hui de remplacer l'intégralité des réseaux dès demain matin, il faudrait plus de 160 ans pour remplacer l'intégralité des réseaux, alors que la durée de vie, on va dire en moyenne d'une conduite, est plutôt entre 50 et 60 ans. Donc là, on voit clairement que se pose une difficulté sur la bonne connaissance de ces réseaux et le remplacement des réseaux. Et quand on a un coût estimatif de remplacement d'une canalisation qui est compris entre 400 et 800 000 euros le kilomètre, on se rend compte qu'il y a effectivement des montants colossaux qui sont à mettre en place pour faire le remplacement de ces conduites. Et il est peut-être pertinent à ce moment-là de cibler les remplacements et pour ce biais-là, du coup, d'avoir une bonne visibilité de sa canalisation, en tout cas de son état structurel, et d'en faire un bilan avant de commencer à faire un remplacement. Peut-être déjà commencer par prioriser des réparations à des points plus spécifiques. Si on prend une conduite type, donc là vous avez un exemple d'une conduite qui passe en plein centre-ville. Ce qui est intéressant de regarder, c'est comment va vieillir cette canalisation. Si cette canalisation-là est très importante pour votre utilisation, quels sont les enjeux, quels sont les points critiques à surveiller avant que des catastrophes n'arrivent. Et typiquement, c'est ce qu'on a sur cette illustration avec cette vidéo. Une canalisation qui explose en plein centre-ville. On a aujourd'hui du coup des informations, des cas qui sont un peu connus un peu partout en France et même à travers le monde, de rupture de ces conduites. Malheureusement, ces réseaux-là sont la plupart du temps enterrés. On a très peu d'informations en temps réel sur ces canalisations. Et c'est toujours donc, du coup intéressant d'avoir une bonne connaissance de ces conduites avant d'arriver à ce genre de dommages et d'accidents. Tant que c'est matériel, ça reste encore acceptable. Mais voilà, on sent très vite qu'on peut toucher les populations.
et ce serait beaucoup plus dommageable. C'était le cas là, sur une vidéo également qui a été tournée en Angleterre, au Royaume-Uni, où là on voit clairement donc, une canalisation d'eau qui a inondé complètement une rue, et en termes de dommages, vous imaginez également que ça peut donc du coup raviner, creuser, effondrement de voirie, il peut y avoir des tuyaux de gaz, des tuyaux d'électricité avoisinant à cette conduite d'eau. Voilà, les dommages sont énormes et peuvent être du coup problématiques après avant d'avoir un retour en eau et un retour en fonctionnement de cette canalisation. Donc, revenons sur cette fameuse conduite. Quelles sont les options aujourd'hui si on considère qu'une canalisation est à haut risque, ou en tout cas est très importante? On va prendre l'exemple des canalisations type feeder, donc des grosses canalisations de transport sur des collectivités. Quelles sont les options pour nous? Première option, la conserver telle qu'elle et attendre effectivement qu'elle fasse son temps, au risque peut-être d'avoir une problématique d'explosion, d'effondrement ou de fuite sur son réseau. Remplacer toute la conduite, ça peut être également un parti pris. Il faut savoir qu'il y a un réel coût au remplacement de ces canalisations et que le budget, de plus en plus, sont difficiles à rassembler pour pouvoir faire ce genre d'opération. Et on sait que le coût également d'une canalisation entre un centre-ville ou en race campagne n'est pas le même. Et l'impact et également la fenêtre de travaux peut être difficile du coup à obtenir. Une autre option est d'enquêter davantage pour identifier les faiblesses de sa canalisation. C'est-à-dire, nous, on est plutôt partie prenante de dire faisons une inspection de la canalisation, faisons une vraie photo à l'instant T de la conduite, de façon à savoir quel est son comportement, est-ce qu'elle est capable encore de poursuivre du coup son fonctionnement pendant de nombreuses années, et y a-t-il de façon ponctuelle des points qui nécessitent du coup une réparation suite à une dégradation prématurée ou une corrosion ou une usure prématurée ou peut-être simplement liée à une problématique de pose. Aujourd'hui, il y a on va dire une méconnaissance des réseaux, parce que la parfaite connaissance des réseaux rassemble plusieurs axes, plusieurs leviers. Alors c'est vrai que comme sur cette slide, si vous avez la chance d'avoir une conduite à l'air libre, c'est beaucoup plus simple pour connaître un petit peu son état structurel et en tout cas en déduire du coup son bon fonctionnement. Ce qu'il y a, c'est qu'on a par historiquement une problématique de relevé. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des vieilles canalisations. Les plans à l'époque étaient simplement des plans papier. Tout n'est pas forcément numérisé, tout n'est pas aujourd'hui mis en place dans les différents SIG. Il y a un gros travail qui est fait de la part de l'ensemble des propriétaires des réseaux pour augmenter cette base de données. Mais pour avoir cette base de données-là, il faut déjà avoir des points d'accès. Ce n'est pas toujours évident sur des conduites. Vous n'avez pas toujours un accès. Et je pense notamment aux conduites qui sont en plein centre-ville ou des fois en race campagne qui traversent même des forêts. Malheureusement, pour constater l'état de sa canalisation, on n'a pas des chambres ou des points d'accès systématiquement. Et même ces recherches-là, de toute façon, aussi enclenchent des coûts et peut-être même des fois des freins technologiques. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les propriétaires de réseaux d'avoir une bonne connaissance de ces réseaux. Si on fait un point plus particulier ou un focus sur les causes de défaillance des conduites, historiquement, la base d'un suivi était axée autour de l'âge. Mais on se rend compte que dans la réalité, l'âge ne fait pas tout, et notamment sur les nouvelles canalisations. Si une nouvelle canalisation est mal posée, elle peut être tout de suite défaillante. Alors que des fois, vous avez des très vieilles canalisations qui sont dans un parfait état, et nous, on le voit avec Pure Technologies sur l'ensemble des linéaires que l'on a pu inspecter. L'âge n'est pas le seul critère à surveiller. Il y a énormément de paramètres extérieurs qui sont également à prendre en compte. Ça peut être la situation géographique, ça peut être les caractéristiques des équipements, est-ce que les technologies ont évolué. Et si on fait un focus plus particulier sur les causes des défaillances des canalisations, principalement, on va tourner autour de la corrosion, qu'elle soit interne ou externe à la conduite. Et ça reste valable pour des canalisations aussi bien d'eau potable que d'eau usée ou d'eau brute. On se rend compte que sur les causes de défaillance liées donc, du coup, au rendement des réseaux et fuites, il y a également les fuites de joints qui sont des éléments à surveiller. Un joint peut être amené à fuir. Maintenant, à partir de quel niveau on estime que c'est anormal et qu'il faut intervenir? Ça, ce sont des variables qu'il faut prendre en considération. Et il y a également une autre variable qui est intéressante à suivre, ce sont également les coups de bélier dans les réseaux. Si vous avez demain le moindre petit accroc ou le moindre petit trou ou début de fuite dans une canalisation, et vous allez de façon répétitive enclencher des coups de bélier sur cette conduite, on va dégrader de façon prématurée, faire accélérer le vieillissement de cette canalisation. Et ça peut même, des fois, engendrer du coup jusqu'à une rupture de la conduite parce que ces coups de bélier-là, du coup, ne sont pas forcément tolérés ou ne sont plus tolérables pour la canalisation. Et ça peut donc, du coup, enclencher le type d'effondrement ou d'explosion comme on a pu les voir sur les vidéos précédentes. Je vais me permettre du coup maintenant d'introduire plus particulièrement Pure Technologies, donc avec la détection de fuite et l'analyse structurelle.
Pour ça, je vais présenter rapidement Pure Technologies. Pure Technologies est une société canadienne qui a aujourd'hui donc du coup plus de 30 ans d'expérience. Dilem en a fait l'acquisition en janvier 2018. Et donc aujourd'hui, il y a une présence internationale et pas évidemment européenne et surtout française pour nous, pour aujourd'hui, avec des équipes dédiées, terrain, des ingénieurs, des analystes, toute une équipe d'experts est là pour du coup avoir la bonne compréhension des réseaux et échanger sur la bonne capacité et de la tenue dans le temps des canalisations. Et pour ça, du coup, nous allons procéder à différentes inspections avec différents robots d'inspection. Le principe aujourd'hui, et en tout cas le niveau de performance des clients, est le suivant. Nous, ce que l'on souhaite avec Pure Technologies, c'est aller directement sur la partie à droite de cette slide-là, c'est-à-dire résoudre les problèmes, ou en tout cas les anticiper avant qu'ils n'arrivent. Être capable de pouvoir détecter les premiers paramètres, les premiers défauts, avant qu'ils soient véritablement problématiques pour la canalisation, entendre les fuites à leur tout début, commencer à identifier de la corrosion, qu'elle soit interne ou externe, être capable également d'identifier l'ovalisation des canalisations. Tous ces indicateurs-là sont précieux et permettent d'avoir une très bonne visibilité et se projeter sur la durée de vie restante de sa canalisation. Comment on procède? Il y a différentes étapes. Dans un premier temps, il y a un travail de compréhension des réseaux, que ce soit la hiérarchisation, des défaillances, c'est-à-dire l'historique des défauts que vous pouvez avoir avec l'éventuelle priorisation que vous avez pu donner. On vient collecter l'ensemble des plans qui sont du coup en votre possession, que ce soit des plans numériques ou même des vieux plans historiques papier. C'est toujours intéressant d'avoir ces informations-là. Ensuite, on va procéder à l'évaluation de la conduite. Donc, dans ces cas-là, on fait donc du coup l'inspection. C'est la partie, on va dire, un peu visible de notre travail. Avec différents robots, on va pouvoir faire des inspections dans votre canalisation en fonctionnement. Et ensuite, nous allons donc du coup faire l'analyse structurelle et opérationnelle avec le retour des informations qui ont pu être collectées dans votre canalisation par les différents robots. Et une fois ces éléments-là rassemblés sur un rapport d'inspection, vous allez donc du coup être à même de pouvoir piloter et gérer votre installation. C'est-à-dire qu'on va être capable de vous donner des priorisations par rapport aux tailles de fuite, par rapport à leur positionnement, par rapport à la dégradation prématurée de votre canalisation. On va également être capable du coup, de vous encourager d'aller peut-être plus prioritairement sur la première partie de votre réseau plutôt que sur la fin, pour des raisons de corrosion, peut-être d'agression extérieure. Votre conduite est plus abîmée sur la première partie du réseau que sur le reste. Voilà, toutes ces informations-là vont être centralisées, simplifiées pour du coup la bonne compréhension de l'intégralité de vos équipes et avoir le meilleur pilotage possible sur la réparation ou le remplacement des conduites si ça le nécessite, parce qu'il peut aussi y avoir un critère d'urgence. On se rend compte qu'on est très, très proche du bord de rupture de la conduite. Et dans ces cas-là, on vient également prioriser ces interventions. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on est plutôt partisans, plutôt que de se dire, comme vous l'avez sur la gauche de cette slide, mon réseau est défectueux, j'ai prévu de le remplacer intégralement. Faites une inspection des conduites. Alors, c'est vrai que là, malheureusement, comme vous pouvez voir sur cette slide, là, il est déjà un petit peu trop tard pour pouvoir faire une inspection. On se rend compte déjà où est la problématique. Par contre, comme vous l'avez sur la slide de droite, on se rend compte qu'après une évaluation, très souvent, l'intégralité du réseau n'est pas remplacée et il y a quelques spots, quelques points qui nécessitent effectivement une attention particulière ou un remplacement. Et nous, on le voit en moyenne sur l'intégralité des inspections qu'on a pu réaliser. Moins de 2% des conduites nécessitent en fait une surveillance accrue ou éventuellement une réparation suite à des présences de gros dommages à l'intérieur des réseaux. Donc, c'est vraiment intéressant à prendre en considération. Tous les réseaux ne sont pas défaillants. Quand vous faites de l'échantillonnage, ça ne veut pas forcément dire que le point que vous avez fait à l'instant T a une répétabilité sur l'intégralité du réseau. Chaque réseau vit et malheureusement, chaque information est propre, j'ai envie de dire presque au mètre près ou à chaque linéaire de tuyau près. Et donc, c'est intéressant d'avoir une vision dans son intégralité. Ce sont l'ensemble des inspections qui ont déjà été réalisées en Europe pour vous donner un peu le focus. Donc, ça peut être sous différentes plateformes, différents robots. Ça peut être SmartBall, PipeDiver, on va vous les présenter juste après. Voilà, un peu les réalisations déjà parcourues sur l'ensemble du territoire européen. Pour cela, en fait, nous allons procéder à des inspections par des robots. C'est une prestation de service clé en main, gérée par les équipes Dilem. Vous avez différentes plateformes ou robots, comme on peut les appeler. Donc, on va dire qu'il y a deux grandes familles. Les premières, comme vous pouvez le voir, c'est SmartBall et Sahara. Bon, là, on va plutôt être sur une intervention et une inspection plutôt curative. Je sais que j'ai des fuites ou j'ai des doutes de fuite sur mon réseau ou de poches d'air et j'ai besoin de les identifier. J'ai besoin d'en connaître leur localisation, d'en connaître leur taille.
Et vous avez après cette deuxième famille qui va reprendre du coup plus une analyse structurelle. Donc là, on est plutôt dans le préventif. C'est ce que vous pouvez faire avec le Pipe Diver, Pure Robotics ou Pipe Walker, qui sont des robots d'inspection qui vont être capables de mesurer l'épaisseur de votre canalisation et donc du coup d'en déduire le vieillissement et de se projeter sur la durée de vie restante de votre canalisation. Donc, je vais faire un focus plus particulier aujourd'hui sur SmartBall et Pipe Diver, de façon à pouvoir donc du coup vous présenter l'étendue de ces deux prestations, le côté curatif avec la SmartBall et le côté préventif avec le Pipe Diver. SmartBall, donc c'est une petite balle intelligente qu'on vient injecter à l'intérieur de vos canalisations. On est capable de faire une injection sous pression, comme vous avez pu le voir là sur cette introduction. Une balle donc, qui permet donc du coup de garder la conduite en fonctionnement. Et comme vous pouvez le voir, on a besoin que cette conduite fonctionne, car en fait la SmartBall roule à l'intérieur de la conduite grâce à l'eau qui circule dans votre canalisation. Tout au long de cette inspection-là, elle va collecter énormément de données. Vous avez un hydrophone qui va donc du coup entendre les fuites. Vous avez des gyroscopes, vous avez des accéléromètres, vous avez un capteur de pression, vous avez également un capteur de température. Toutes ces informations-là, tous ces capteurs-là vont travailler ensemble et vont permettre du coup de collecter l'intégralité des informations et sont stockées à l'intérieur de la SmartBall. Il n'y a qu'à l'issue de l'extraction de la SmartBall qu'on va pouvoir récupérer les informations et donc du coup les traduire en données d'inspection. En temps réel, on a la parfaite maîtrise de l'avancée de la SmartBall, comme vous pouvez le voir sur cette slide. On suit en temps réel l'avancée de la SmartBall, ce qui nous permet donc du coup d'anticiper un éventuel ralentissement et également si vous avez des piquages ou des connexions sur votre canalisation, cela nous permet d'anticiper et de prévoir la fermeture quelques minutes avant que la SmartBall ne passe devant ce piquage pour pouvoir du coup ensuite laisser la SmartBall passer et de nouveau ouvrir la conduite une fois que la SmartBall est passée. L'extraction peut également se faire sous pression. On a des outils qui nous permettent de travailler jusqu'à 16 bars. On a également la possibilité donc là, de faire d'autres technologies ou d'autres versions d'insertion et d'extraction. Ça peut être par le biais d'un bassin de mise en charge. On peut également la récupérer dans un bassin. Voilà, il y a différentes possibilités d'insertion et d'extraction. Le principe de fonctionnement est surtout axé sur l'écoute de la fuite. Et cette écoute est faite par un différentiel de pression généré entre la pression intérieure à votre conduite et la pression extérieure. Donc, il nous faut un minimum 1 bar de pression. Et à partir d'1 bar, vous êtes éligible à une inspection SmartBall. On a également la possibilité avec la SmartBall de faire du mapping, de la cartographie des réseaux en X, Y et en Z, qui permet donc du coup de retracer on va dire, la ligne SIG d'un réseau. C'est ce que vous avez sur cette slide. Sur la partie gauche, ce serait on va dire, la ligne en bleu, la conduite connue en tout cas qui est présentée sur les plans. Et après, vous avez en jaune le tracé réellement parcouru par la SmartBall. C'est intéressant des fois d'avoir cette information complémentaire pour implémenter ce linéaire dans vos fichiers SIG. Le principe, comme je disais tout à l'heure, voilà, vous avez l'insertion qui doit se faire par un diamètre 100, donc ça peut être un piquage sur une vanne existante, sur un débitmètre qu'on vient juste démonter le jour de l'inspection. On va donc du coup détecter les fuites, mais également les poches d'air sur cette canalisation. On va donc du coup être capable de les localiser. On va être capable de vous dire si les fuites sont au milieu du tronçon ou à la jointure entre deux tronçons. Ça peut être vraiment intéressant pour vos équipes travaux. Et sur les poches d'air, on va également être capable de définir la taille ou savoir si cette poche d'air est fixe ou est-ce qu'elle est en mouvement à l'intérieur du réseau. Concernant les fuites, il faut savoir qu'on est capable de détecter à partir de 0,1 litre par minute, ce qui doit donner un équivalent de la taille d'une tête d'épingle. Vous voyez, c'est très fin en termes de détection et bien évidemment, on est capable de détecter après les fuites beaucoup plus conséquentes. On est capable de passer des vannes papillons à l'intérieur des réseaux. Donc pour ça, il faut juste qu'on contrôle le diamètre de passage. On a différentes tailles de mousse qui nous permettent de jouer sur l'éligibilité à une inspection. On peut démarrer à partir du diamètre 300. On a quelques options qui nous permettent du coup de descendre jusqu'à des diamètres 200, voire 150 dans certaines configurations. Voilà un peu pour le principe de fonctionnement de la SmartBall. Donc aujourd'hui, voilà, plus de 11 500 km de données d'inspection réalisées, 15 années d'expérience à travers le monde. SmartBall a été déjà un produit présent du coup, chez Pure Technologies et qui a déjà fait ses nombreuses preuves. Et aujourd'hui, au compteur, on est à plus de 3000 fuites identifiées sur les différents réseaux inspectés.
Sur la partie Smart Ball, vous allez avoir à la fin de l'inspection deux supports. Le premier est un rapport d'inspection qui se présente sous un format PDF, comme vous avez l'illustration ici. Ces rapports vous permettent donc du coup d'avoir la parfaite connaissance du déroulement de l'inspection, et après vous avez une fiche par fuite entre guillemets, qui est présentée, ce qui vous permet d'avoir directement la visibilité de votre réseau. Et ensuite, fuite par fuite, vous allez avoir les informations de leur taille, de leur positionnement, de leur distance par rapport à des points GPS connus et identifiés. Et ce qui permet donc du coup d'avoir les informations précises et vous projeter directement sur la localisation de ces fuites. Vous voyez, vous avez des petites extractions de plans Google Earth ou Bing qui peuvent être projetés de façon à aider vos équipes aussi dans un premier temps à faire un travail de repérage sur site. Je vais vous présenter du coup rapidement des extraits de rapports, ça me semble beaucoup plus pertinent pour vous. Là, c'est en l'occurrence une inspection Smart Ball qui a été faite, donc là vous voyez sur ce réseau. Donc vous avez donc du coup là 2 fuites qui ont été identifiées sur ce réseau-là. En jaune, ce sont les petits capteurs qu'on vient positionner sur la conduite qui nous permettent d'avoir le tracking en temps réel de la Smart Ball. Et donc là en bleu, vous avez 2 fuites qui ont été identifiées sur ce rapport. On est capable du coup de quantifier la taille de la fuite, l'estimer en petite, moyenne, grosse, et associer éventuellement un débit de fuite le jour de l'inspection. Et après, vous avez également la position qui est donnée par rapport à des points GPS identifiés, connus sur votre canalisation. Comme je l'évoquais également, on a la capacité de vous donner aussi des informations sur les poches d'air. Donc là, vous avez en l'occurrence sur un rapport, là, vous avez même la taille de cette poche d'air. Vous avez donc la distance par rapport à l'insertion et la distance complète du coup de la taille de cette poche d'air. Ça permet de voir éventuellement si vous avez à cet endroit-là une ventouse, se rendre compte que du coup elle ne fonctionne pas très bien ou elle a peut-être effectivement un souci d'évacuer cette poche d'air. C'est toujours intéressant de pouvoir surveiller ces différentes informations. Ça, vous l'avez sur le rapport, mais vous avez également après une extrapolation qui est faite sur un fichier SIG, qui est le fichier SIG que l'on utilise nous pour réaliser l'inspection et qu'après on vous remet, et ça peut toujours compléter vos éléments peut-être existants de SIG en place. Je vais maintenant passer sur l'autre famille de pipe diver. Donc, vous avez donc avec cette famille-là du coup l'analyse structurelle de la canalisation. Donc là, on n'est plus du tout sur du curatif, on est vraiment sur du préventif, c'est-à-dire sentir les prémices d'une usure de la canalisation. C'est un outil également autonome qui, lui, donc, du coup, permet de passer à l'intérieur des réseaux. Il peut également se faire soit sur une conduite sous pression. Pour l'insertion, on est également capable de faire des insertions et des extractions sous pression, un peu comme vous l'avez vu précédemment avec la Smart Ball. Cette technologie-là permet donc du coup d'avoir les informations par le biais de 2 capteurs. Il y a deux modèles différents. Vous en avez un qui est basé sur de l'électromagnétisme et une autre génération qui est basée sur de l'ultrason. En fonction des qualités, des matériaux de votre canalisation, ça peut être du béton, ça béton armé, ça peut être des aciers, des fontes dutiles. On a la capacité du coup d'aller identifier les pertes d'épaisseur ou les anomalies identifiées sur votre canalisation. Donc là, la section de passage est légèrement plus grosse. On va démarrer les inspections à partir du diamètre 400. Par contre, vous avez donc du coup la possibilité d'avoir sur cette conduite-là un grand linéaire, comme la Smart Ball. Vous avez des grandes autonomies de batterie et ça vous permet du coup de réaliser de grandes inspections sans arrêt d'eau également. Toujours la conduite en fonctionnement. Vous pouvez continuer la distribution d'eau, il n'y a aucun souci avec ça. Et pour déjà avoir eu quelques questions précédemment sur la partie biofilm, vous voyez ces petites ailettes sur ce pipe diver, elles ne sont pas là pour racler la conduite, hein. Elles passent à proximité, tout est dimensionné bien évidemment au diamètre inférieur à la conduite pour laisser passer donc, du coup, le flux. Ces ailettes-là sont simplement là pour servir de voile et permettre donc, du coup, au pipe diver d'avancer à l'intérieur de la canalisation. Le principe est équivalent à ça. Vous avez le pipe diver donc, du coup, qui passe à l'intérieur du réseau et on va identifier, là c'est par exemple l'exemple d'un champ électromagnétique qui est émis donc, par le pipe diver. On va avoir du coup une perturbation de ce signal électromagnétique et on va être capable de dire, voilà, comme vous l'avez sur cette slide-là, le premier tronçon, le deuxième tronçon, le troisième tronçon sont dans un état tout à fait standard et convenable. En revanche, le quatrième tronçon, vous voyez là, il y a une déformation du signal électromagnétique et engendre du coup une déformation et nous permet donc du coup d'identifier les dommages sur la canalisation. Vous avez également une petite perturbation à chaque joint, ce qui nous permet donc du coup de valider
et de confirmer le positionnement de chaque tronçon et donc, du coup, d'en connaître également leur longueur, ce qui nous permet du coup de dire, après tronçon par tronçon, par exemple tronçon numéro 27, j'ai une déformation électromagnétique et on est sur une canalisation par exemple type métallique et je sais que j'ai du coup une perte d'épaisseur de matière, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et d'en définir également cette taille de corrosion sur ma canalisation. Voilà une extrapolation des données que peuvent nous ressortir le PipeDiver. Donc là, c'est une conduite qui est sortie après inspection. Donc vous voyez, c'est avec ce code couleur vert, jaune, rouge, l'état structurel de la conduite. Donc là, clairement, on retrouve les différents défauts qui sont présentés là sur la conduite, qui ont été redessinés. Donc on a la capacité donc, du coup, d'identifier la taille de cette corrosion. Alors, comme je disais tout à l'heure, elle peut être interne comme elle peut être externe. Et on va donc du coup identifier cette perte d'épaisseur en pourcentage. Donc vous l'aurez compris, ce code couleur-là, plus on vire vers le rouge, plus le dommage est important et donc du coup plus la perte d'épaisseur est importante. Et ça permet donc du coup d'avoir différentes informations sur la profondeur de cette corrosion, la surface également, est-ce que c'est une grosse corrosion ou simplement un petit point comme un petit piquage qui ne serait pas forcément inquiétant. Par contre, si vous avez une addition de ce genre d'informations ou que on voit que la surface de cette corrosion-là est grande, ça permet donc du coup de comprendre peut-être mieux comment utiliser cette conduite, ou est-ce qu'il y a du coup des actions à entreprendre, ou est-ce que c'est simplement une surveillance accrue qu'il faut porter sur ce tronçon-là spécifiquement. Voilà, vous l'avez un peu plus en détail là sur le défaut D4 qui a été identifié. Donc ça, c'est la conduite réelle. Vous avez donc du coup après juste en dessous l'extrapolation, on va dire, c'est la version PipeDiver Ultra qui est traduite. Et ensuite, vous avez la superposition des deux défauts et ça permet donc du coup de corréler les informations et de préciser, voilà, la taille du défaut fait telle dimension et la perte d'épaisseur est localisée à tel et tel endroit avec du coup une valeur en pourcentage qui est donnée. Vous verrez un petit peu plus tard sur des rapports pour comprendre comment sont présentés ces défauts. Notamment sur les rapports, voilà, donc vous avez un peu comme le fonctionnement de la partie SmartBall, vous avez un rapport d'inspection qui vous est communiqué, un rapport au format PDF qui reprend l'intégralité de l'inspection, son déroulement et également le détail tronçon par tronçon des événements électromagnétiques identifiés qui vous permettent après de traduire une usure prématurée ou non de votre canalisation. Si je reprends un peu plus en détail les rapports d'inspection, là c'est ce que vous avez sur cette slide. J'ai vu qu'il y avait passé une question sur notamment le nombre de capteurs que l'on devait positionner. Donc, ce sont les mêmes que pour la SmartBall. Et là, vous les voyez sur cette carte. Là, ce sont des capteurs qui sont positionnés avec le petit logo bleu. Et en moyenne, on positionne un capteur environ tous les 1 km sur la canalisation en fonction des points d'accès qui sont accessibles. Donc là, en l'occurrence, vous voyez ces points bleus, ces capteurs qui ont été positionnés. Et vous avez, par le biais d'un code couleur, donc en vert, une conduite qui est tout à fait dans un état satisfaisant. Ensuite, vous avez entre 0 et 45% de perte d'épaisseur en orange. Et après, vous avez des points rouges, où là, du coup, on est entre 45 et 100% de perte d'épaisseur. Donc, ça vous permet déjà d'avoir très rapidement une photo. On se rend compte que là, l'intégralité du réseau n'est pas défectueux, qu'il y a des points de vigilance à avoir. On se rend compte qu'il y a des points rouges, qui sont peut-être du coup des points d'accès principaux à prioriser pour du coup constater peut-être physiquement cette dégradation. Et on va aller un peu plus dans le détail dans le rapport, de façon à vous apporter un maximum d'informations sur ces défauts qui ont été identifiés. Donc là, on identifie clairement que sur cette inspection-là, 595 tronçons ne présentent pas d'anomalie, 55 présentent des défauts, et après, on va aller plus loin dans le détail, on va être capable de vous dire, voilà, 36 ont un seul défaut par tronçon, alors que vous en avez 19 qui présentent plus d'un défaut par tronçon. Donc ces conduites-là sont peut-être plus intéressantes à surveiller, parce que là, si on a une addition de défauts, ça vous permet peut-être de constater peut-être un défaut de structure ou peut-être un problème de résistance de la conduite. Donc là, c'est ce que vous allez avoir sur cette extraction, donc en complément de ce qu'on a vu tout à l'heure. On avance dans le détail des informations. Et donc là, vous avez donc deux tableaux. Le tableau de gauche qui vous présente du coup plusieurs anomalies sur un même tronçon. Et le tableau de droite présente une seule anomalie par tronçon. Donc si je prends juste le tableau de droite pour illustrer ces propos, si on prend donc du coup la conduite numéro 13, vous avez par rapport au joint en amont de cette conduite-là, donc à 3,70 m, vous avez le défaut qui a été identifié. On est capable de donner la position sur la circonférence de la conduite. Donc là, on est à 174 degrés. On a estimé un volume de perte de 3,63. Alors là, ce sont des pouces.
Bien évidemment, on le fait également en métrique pour le marché européen et pour le marché français, je vous rassure. Et vous avez du coup la taille de cette fenêtre qui est dimensionnée. Vous avez donc du coup juste après le pourcentage en perte d'épaisseur qui est identifié. Donc là, on est sur la conduite numéro 13 à un défaut qui représente donc du coup 40% de perte d'épaisseur sur ce point-là. Et à chaque fois, vous avez le détail tronçon par tronçon. Et comme vous l'avez sur le tableau de gauche, si vous avez plusieurs défauts par tronçon, ils sont également répertoriés sur la canalisation. On va également être capable, sur ce type d'inspection, là c'est un autre modèle, de croiser les informations. Vous allez avoir là, sur ce rapport-là, typiquement, une inspection qui a été d'abord faite par SmartBall et ensuite Pipediver. L'intérêt est double, c'est-à-dire que l'information des fuites est toujours pertinente à avoir. Ça nous permet d'avoir la confirmation peut-être de fuites qui seraient peut-être corrélées avec des emplacements de corrosion, ou des fois ça peut être des défauts complètement dissociés. Si vous avez par exemple une fuite qui est positionnée au même endroit où on voit une corrosion qui commence effectivement à être de taille assez grande ou assez profonde, là on a un problème réellement de structure, c'est-à-dire qu'à tout moment cette corrosion-là peut s'effondrer, notamment si on a un phénomène comme un coup de bélier comme on l'évoquait tout à l'heure. Cette plaque-là peut complètement s'affaisser, du coup vous faire une voie d'eau et du coup entreprendre peut-être des dégâts beaucoup plus importants comme on a pu le voir sur les précédentes vidéos. Donc là sur cette inspection-là, vous voyez 102 tronçons qui ne présentent pas de défaut particulier, pas de fuite, pas de poche d'air sur cette conduite. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le propriétaire du réseau. On se rend compte que par contre, 3 conduites ont des défauts. Donc vous avez le détail juste en dessous. Donc vous avez donc, du coup, sur la conduite numéro 4, vous avez 2 défauts qui ont été identifiés. Ces 2 défauts-là, il y en a un qui est à 260 degrés positionné sur la conduite, l'autre qui est à 90 degrés. Et là, on a directement l'information que ce défaut-là est externe à la conduite. Donc ça nous permet éventuellement d'entreprendre, ça vous permet après d'entreprendre des visites complémentaires et pourquoi pas faire une excavation et aller constater cette dégradation de surface extérieure. Donc vous avez ces trois défauts qui ont été identifiés, la conduite 67 et la conduite 82 également, qui sont tous, pour cette inspection-là, des défauts extérieurs. Voilà, un petit peu le niveau d'information que vous pouvez avoir. Et comme vous pouvez le constater sur cette slide-là, on parle également, donc en plus de la perte d'épaisseur, on va être également capable de vous parler de l'ovalisation de votre conduite. Donc là, vous allez avoir sur un autre rapport, là, pour le coup, la conduite est dans un bon état. Et vous allez avoir, pareil, là, sur le conduite numéro 19, vous allez avoir le positionnement du coup à 60 degrés, vous avez une anomalie de 6 par 9, et on sait que c'est un défaut externe. Et comme je le reprenais sur la partie ovalisation, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez également ce code couleur-là qui est fait sur l'intégralité linéaire de votre réseau, qui permet de savoir où sont les déformations. Toujours intéressant d'avoir ces informations-là calquées sur une carte projetée comme une extraction de Google Earth. Des fois de corréler des informations sur, voilà, là j'ai une ovalisation et il y a un passage de route. Est-ce qu'effectivement les terrassements ont été bien faits, ou peut-être qu'à l'époque de la pose de la conduite, ce n'était pas du tout prévu d'avoir une route, et on se rend compte qu'il y a déjà une déformation qui est peut-être plus ou moins importante sur cette canalisation. Donc, toujours intéressant de surveiller, parce que ce sont les premiers indicateurs d'usure de votre canalisation, de déformation. Et comme vous le savez, comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo, on est sur des conduites sous pression. Donc, on est à même effectivement d'avoir des comportements ou peut-être des déformations qui peuvent entraîner même jusqu'à une explosion de la conduite. Donc là, comme vous l'avez, tuyau par tuyau, on va reprendre directement l'identification de la conduite, et vous avez toujours par ce code couleur le pourcentage en ovalisation, donc out of roundness, qui est donc l'ovalisation de la conduite. Et vous avez le maximum d'ovalisation sur la conduite, et après vous avez une moyenne faite par tronçon. C'est toujours intéressant de surveiller le maximum, ou est-ce que la moyenne donc, du coup, permet d'avoir, est-ce qu'il y a un endroit qui est plus déformé sur la conduite, ou est-ce que l'intégralité de ce tronçon est en train de se déformer. Voilà. Ça, c'est des informations pertinentes pour avoir une bonne connaissance de son réseau. Pour revenir un peu plus, faisons un zoom arrière sur le Pipediver. Aujourd'hui, voilà, on a plus de 2400 km de réseau qui ont déjà été inspectés, 8000 tuyaux endommagés et identifiés par la technologie Pipediver, plus de 10 années d'expérience à travers le monde, et ça fait à peu près un total de 130 projets Pipediver à travers le monde qui ont déjà été réalisés avec des évolutions importantes sur ces différentes technologies, notamment l'arrivée donc du coup de l'ultrason qui nous permet d'aller travailler sur de la fonte grise, ce qui est assez nouveau et qui est tout à fait intéressant sur le marché français et le marché européen. On sait qu'on a tous des vieilles fontes sur les conduites qui ne sont pas toujours identifiables. Également la possibilité de faire suivre cette inspection-là de caméras qui nous permet du coup d'avoir une vision interne
et constater peut-être des dépôts à l'intérieur de la canalisation ou voir l'état éventuellement de surface et des bétons ou autres. C'est toujours intéressant d'avoir ces informations-là. Et vous avez également la possibilité d'avoir des capteurs laser qui viennent mesurer l'espacement entre chaque joint sur vos tronçons, ce qui vous permet donc, du coup, d'avoir la bonne connaissance du positionnement des joints et savoir si votre canalisation est en train de peut-être se déformer ou se tordre au niveau des joints. C'est toujours intéressant d'aller surveiller ces éléments-là, surtout quand on va les comparer avec les informations de la Smart Ball. Et si on a bien une fuite au niveau du joint et qu'on constate une déformation du joint, vous en avez la preuve avec cette mesure laser. Voilà, des différentes options qui peuvent être tout à fait intéressantes à connaître pour les inspections pipe diver. Je vais vous parler maintenant de case studies qui permettent d'illustrer un peu plus et de comprendre l'intérêt des différentes technologies qu'on vous a proposées. Si je reprends cet exemple-là en Italie, donc là, comme vous le voyez, ce sont en jaune les capteurs qu'on a posés sur la canalisation et en bleu, ce sont les fuites. Là, on est sur une inspection Smart Ball. Donc, on est sur une conduite qui fait 9 km en acier, en DN 1200. Et là, on remarque donc, du coup 24 fuites sur cette conduite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des fuites qui sont plus localisées que d'autres. Et sur ce positionnement-là des fuites, on se rend compte que voilà, avec ces trois zones-là, vous avez quelques autres fuites qui sont réparties sur la canalisation. Mais là, vous avez des tronçons qui sont directement, on va dire, percés, voire même fuyards, avec beaucoup de fuites. Et ce qui était intéressant dans cette configuration-là, c'est que c'était des petites fuites. Comme je rappelais tout à l'heure, on est capable d'identifier à partir de 0,1 litre par minute. Et là, l'exploitant n'était pas capable de détecter cette fuite parce qu'elles étaient trop petites pour les débitmètres. On sait que plus les diamètres sont gros, plus la détection des fuites par débitmètre a une certaine limite, en tout cas une tolérance. Et pour détecter les fuites par débitmètre, malheureusement, il faut qu'elles soient déjà un peu plus conséquentes. Voilà, l'intérêt de la Smart Ball, c'est qu'on prend les phénomènes à leur tout début. Ça permet du coup d'identifier et d'intervenir très rapidement. Donc là, le conseil sur ce type d'inspection-là, clairement, c'est de dire, là, il y a trop de fuites sur les tronçons. Le plus simple, c'est de prioriser le remplacement exclusivement que de ces tronçons-là. Et quelques autres fuites qui sont beaucoup plus individuelles peuvent du coup faire l'objet de réparations. Mais les fuites qui sont regroupées indiquent clairement une fragilisation et un problème de structure sur la conduite. On a un autre exemple là, donc aux États-Unis, en Caroline du Sud, qui est assez visuel, mais qui est toujours intéressant à suivre. On est sur une fronde des années 52, donc l'inspection Smart Ball. Et là, le point qui est intéressant, c'est que sur cette inspection-là, vous avez la fuite qui est quand même conséquente, 6500 m3/jour, mais elle n'était pas détectable depuis la surface. C'est-à-dire que l'intégralité de cette fuite-là partait dans le lit de la rivière. Alors, ça peut dépendre effectivement des configurations, mais ça peut être aussi sur des terres sableuses ou autres. Malheureusement, les fuites ne remontent pas toujours à la surface et ne sont pas toujours détectables. Là, la Smart Ball a permis de mettre en évidence cette fuite qui était très importante. De poursuivre avec une inspection que nous avons réalisée sur Nîmes. Vous avez donc du coup sur cette cartographie-là les fuites qui ont été identifiées en bleu là, sur la conduite. Ce qui est intéressant sur ce case study, c'est qu'on était à proximité d'une route départementale et donc l'exploitant avait besoin d'avoir la confirmation du positionnement des fuites avant de faire des arrêts ou de bloquer cette route. Et vous avez du coup sur cette proximité de route des perturbations pour les écoutes extérieures en tout cas, avec des bruits de voitures, des bruits de… Également, il peut y avoir d'autres réseaux qui passent en même temps à côté de vos conduites. Ça peut être d'autres réseaux d'eau, ça peut être des réseaux d'eau usés, par exemple, qui peuvent passer à côté, ou des bruits de pompe qui peuvent perturber la qualité d'écoute. Et c'était la problématique de cet exploitant. Il n'avait pas la possibilité de confirmer le positionnement des fuites. Le lundi matin, avec très peu de trafic, il arrivait à peu près à entendre le positionnement des fuites. Et quand il est retourné le mardi en pleine journée, malheureusement, sa capacité de détection ne lui permettait pas de garantir le positionnement des fuites. Donc, on a fait passer une Smart Ball. L'intérêt aussi pour cet exploitant-là, c'est que la Smart Ball, elle est compatible tout matériau confondu de conduite. Là, vous voyez, on a un enchaînement fonte ductile, béton, PE, acier. Donc là, pour le coup, la Smart Ball, c'est complètement transparent pour elle. Tant qu'on a un bar de pression, vous êtes éligible à une inspection Smart Ball, ce qui est vraiment du coup démarquant pour du coup choisir cette technologie-là. Et vous avez donc du coup des fuites, 8 fuites qui ont été identifiées, notamment 2 qui nous on a considérées importantes. Une qui faisait 10 m3 et une autre qui faisait 2 m3. Vous avez cette petite photo là sur le côté qui illustre une des fuites qui avait été trouvée par l'exploitant. Et en termes de localisation, j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions sur le chat. J'en profite pour y répondre par la même occasion. On a la possibilité d'indiquer du coup les positionnements des fuites au mètre en distance par rapport à des points GPS connus. Et là, en l'occurrence, on était avec une précision de 20 cm par rapport à l'indication qu'on avait donnée sur le rapport.
Vous voyez, quand vous avez une conduite en DN 800, vous allez chercher cette fuite-là éventuellement avec une pelle mécanique. Voilà, là, on est sur une précision inférieure à 1 mètre, donc c'est très précis et très utile pour l'exploitant. Toujours sur Nîmes, une inspection complémentaire qui avait été faite sur quasiment le même réseau. Là, ce qui était intéressant, c'est que la capacité de la Smart Ball d'écouter ce qui se passe autour d'elle, on a, nous, la capacité de filtrer également les bandes son qui passent autour de la conduite. Donc, la priorité va aux bruits qui sont générés sur la conduite d'inspection. Et là, en l'occurrence, comme vous avez pu le voir, c'était un piquage qui était monté sur la conduite principale et on a entendu du coup une fuite. On était capable d'identifier que cette fuite-là n'était pas présente sur la conduite principale, mais était proche du réseau. Donc, on a donné les coordonnées et l'exploitant a pu vérifier que sur ce petit piquage-là, il y avait une fuite historique parce que, vu l'état des racines à l'intérieur de ce tampon, je pense que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été trouvé et identifié. Donc, ça a permis de localiser. Donc, c'est intéressant de savoir que la Smart Ball écoute ce qui passe dans la conduite principale, mais elle peut aussi donner des informations complémentaires sur ce qui se passe autour d'elle. Là, c'est un autre exemple qu'on a fait sur Paris, dans un circuit, là pour le coup, un client qui est dans un circuit d'eau chaude. L'intérêt pour cet exploitant-là, c'était de réussir à identifier une fuite. Comme vous savez, sur les circuits d'eau chaude, les conduites sont calorifugées, donc la fuite ne ressort pas à l'exacte position du trou dans la canalisation. Et là, l'intérêt était de pouvoir identifier directement la fuite et ensuite prioriser du coup et d'identifier son positionnement afin de juste enlever le calorifugage à l'endroit réellement de la fuite. Là, ce qui s'est passé, c'est que la Smart Ball a été bloquée à l'intérieur de la conduite, tellement cette fuite était importante. C'est ce que vous voyez là sur le côté, le trou qui est posé. Et on a donc du coup la possibilité du coup, de suivre cette Smart Ball en temps réel, comme j'avais évoqué tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'elle était coincée à ce positionnement-là. Par chance, avec cet exploitant-là, et on l'avait évoqué en amont avec lui, la possibilité d'inverser le sens du flux. C'est des choses que l'on prend en compte au titre des informations techniques pour la bonne validation de l'inspection. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que l'on peut faire sur la conduite. Et du coup, en récupérant la Smart Ball par l'insertion, très rapidement, on s'est rendu compte qu'elle avait été bloquée et au moment où elle a été bloquée, il y avait un pic acoustique qui indiquait du coup une grosse fuite à cette position. Et voilà, ils ont permis du coup directement d'aller intervenir et d'aller réparer cette conduite. Je profite également, je vois que sur le chat, il y a une question complémentaire sur notre capacité à géoréférencer les canalisations. Donc, je sais qu'effectivement, la réglementation aujourd'hui pousse à faire des catégorisations de classe A, donc c'est de l'ordre inférieur à 40 cm. Aujourd'hui, Pure Technologies n'est pas géoréférenceur et donc du coup n'a pas le statut pour pouvoir faire cette catégorisation en classe A. Par contre, en termes de cartographie de conduite, on est capable de se rapprocher de 50 cm. Donc, on est très proche de catégorie A. En fonction des points d'accès et des capteurs qu'on va positionner, on a une précision du coup, qui est quand même très importante. Donc, peut-être un vrai complément à des SIG sur lequel du coup, vous avez peut-être des doutes sur le bon passage de la conduite d'un tel ou tel endroit. Donc, c'est un complément. Donc, voilà, on n'est pas classe A, mais on est proche de ce niveau de géoréférencement de canalisation. Voilà, j'espère que ça répond à cette question sur le chat que je viens de prendre au fil. Dernière inspection également en complément, donc celle qui a été réalisée donc, sur Paris toujours pour le CEDIF, exploitant donc, du coup sur la partie Île-de-France, sur lequel on a réalisé une inspection double, donc Smart Ball et Pipe Diver. Donc là, c'est 4 km en conduite en Bona sur cette canalisation-là. L'intérêt était de pouvoir donc, du coup, garder la canalisation en fonctionnement. Et sur cette canalisation, vous avez donc du coup 3 fuites qui ont été identifiées. Mais également, par le biais du Pipe Diver, 3 tronçons qui présentent chacun des ruptures de spire. Donc, ce sont des spires qui ont commencé à lâcher à l'intérieur de la canalisation. Et ça, c'est un des extraits de la conduite qui avait été sorti à l'époque pour nous montrer comment était configuré le réseau. Et sur cette inspection-là, du coup, l'intérêt du coup pour le propriétaire du réseau, c'était de se rendre compte que tout n'était pas intégralement à changer sur ce linéaire. Comme vous pouvez le voir, on est en plein centre-ville du côté de Gagny. Donc, le remplacement de cette conduite-là a été très coûteux. Et le fait d'avoir ce rapport-là d'inspection, de garder la conduite également en fonctionnement pour éviter également de la rupture d'eau et de distribution d'eau, a permis du coup à l'exploitant d'identifier ces points-là et d'enclencher du coup une surveillance accrue sur ces tronçons. Et comme on l'évoquait tout à l'heure sur les moyennes faites pour nos différentes inspections, là on est à 0,44% du linéaire qui nécessite du coup une réparation, en tout cas une surveillance accrue. Donc on est bien en dessous des 2% en moyenne qui sont annoncés.
Et ce qui nous permet du coup de dire, voilà, sur les économies que peuvent vous faire réaliser ce genre d'inspection, vous avez la parfaite connaissance de votre réseau à l'issue de l'inspection et vous avez la parfaite connaissance de la maintenance ou des renouvellements à budgéter ou à prévoir sur ces canalisations-là. C'est tout l'intérêt de faire ce type de diagnostic. Cette vidéo-là est disponible sur la chaîne YouTube du CEDIF, mais on va vous partager également le lien à la fin de ce chat si vous voulez la consulter. Elle est disponible en ligne, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, mais écoutez, pour moi, sur la partie présentation pure technologie, c'est fini pour moi pour cette présentation-là sur ce webinaire. On va commencer peut-être du coup à reprendre un peu la main sur les différentes questions. Je vais laisser du coup la main à ma collaboratrice Éléonore. Oui, merci Yann. Je pense que tu as répondu à la plupart des questions. Peut-être une, peut-on estimer l'importance de la fuite de façon à prioriser les travaux? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, on va être capable de catégoriser la fuite en disant petite, moyenne, grosse. On va également essayer d'y associer un débit de fuite en fonction du débit de passage à l'intérieur de la canalisation. Donc c'est tout à fait possible de vous prioriser, comme vous l'avez vu sur les rapports, petite, moyenne, grosse. De toute façon, du coup, vous donner peut-être un niveau de priorisation plus accru sur les grosses fuites. Après, on peut aussi tout à fait comprendre qu'une grosse fuite qui est tout à fait accessible en plein champ est plus simple pour vous d'accéder, alors que des fois, vous avez malheureusement des grosses fuites qui sont sous voirie et nécessitent des arrêts techniques, des déviations, qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place. Donc, bien évidemment, c'est vous qui avez après le complet pilotage de la priorisation des travaux. Nous, on ne fait que recommander par rapport aux informations que la SmartBall a relevées. Ok, super. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez tous les micros désactivés. Notamment Aurélien, je vois que vous avez levé la main, vous avez peut-être une question. Non. Alors, si on regarde dans le chat, on a Guillaume qui parle de SmartBall et PyDiver. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser votre question, Guillaume? Vous pouvez désactiver votre micro. Hein. Les idées de coût. Alors, c'est vrai que sur la partie budget, ce qui est intéressant de prendre en compte, SmartBall, c'est plus simple à identifier au mètre linéaire, on va dire au kilomètre, principalement, parce que, comme vous l'avez compris, l'intérêt, c'est de faire de grandes distances. Donc, on va dire à partir de 2 km, ça commence effectivement à être intéressant comme recherche d'informations. Pour une SmartBall, 2 km, on va être l'ordre de 35 000 €, qui vous permet donc du coup d'avoir ce rapport-là, la prestation, une visite préliminaire qui est faite sur site et la remise du fichier SIG. Du côté PipeDiver, on est sur une autre échelle. Donc là, l'analyse structurelle de la canalisation, avec un travail conséquent après sur l'analyse et les données et la transmission qui est faite sur le rapport, avec également du coup la remise du fichier SIG et une inspection PipeDiver. On est de l'ordre de 300 350 000 € en début. En fait, tout va dépendre du linéaire que vous avez. Plus vous allez avoir du linéaire, plus l'impact ramené au kilomètre va être moindre. Il faut vraiment… Alors, ce sont des budgets conséquents, mais il faut prendre ça en considération simplement en mettant en opposition le coût du remplacement de la conduite. Comme on l'avait tout à l'heure, quand vous avez une conduite qui va entre 600 et 800 000 € le remplacement, ce n'est pas peut-être intéressant sur un linéaire peut-être de 10 km, sur le budget initialement prévu pour le remplacement de la conduite, d'allouer peut-être 10% de ce budget-là à une inspection et avec une analyse structurelle et détection de fuite qui vous permet d'avoir la parfaite connaissance et peut-être de prioriser et ne remplacer que ce qui est réellement nécessaire. Voilà, j'espère que ça répond à cette question. Ok, merci. On a une autre question aussi. Comment savez-vous qu'une fuite entendue par la SmartBall est sur la canalisation étudiée ou sur une canalisation alentour? Est-ce que ça peut être éventuel? Ouais, vas-y. Comme j'évoquais tout à l'heure, nous, on va entendre ce qui se passe principalement dans la conduite dans laquelle on fait l'inspection. On peut être amené à entendre les bruits des fuites qui sont générées sur les piquages qui sont sur cette même canalisation. Par contre, si vous avez une autre conduite qui est à 1 mètre à côté de la canalisation, ça va être très difficile pour nous de l'entendre. On est donc du coup sujet à un bruit qui est émis par le différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la canalisation. Donc, ces ondes-là sonores vont éventuellement vibrer dans la conduite. Plus on va se rapprocher de la fuite, plus l'intensité acoustique va augmenter. Donc, on va permettre de garantir le positionnement de cette fuite.
comme le cas qu'on a vu sur la Sorre, c'était un piquage qui était monté sur la conduite principale. Donc ça, on peut l'entendre, mais malheureusement pas sur les conduites avoisinantes. Est-ce que ça répond à la question? Alors oui, ça répond à la question. Merci Yann. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que Youssef, vous avez levé la main également. N'hésitez pas à poser votre question. Avez-vous un suivi des canalisations après renouvellement ponctuel qui prouverait que les portions non renouvelées ont effectivement bien tenu? Alors, ça va plutôt être le propriétaire des réseaux hein, qui va permettre de le garantir. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les études qui peuvent être faites, donc vous avez la photo à l'instant T qui est faite de la conduite avec le pipe diver qui vous donne l'état structurel de votre conduite. Après, la tenue dans le temps, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut s'engager avec de l'engineering. C'est une étude complémentaire qu'on est capable de faire si on a suffisamment d'informations historiques sur la conduite, de par le constructeur de la canalisation, qu'on est capable du coup de prédire la courbe de risque de rupture sur cette conduite-là. On peut faire des projections sur son comportement dans le temps et en déduire du coup par rapport à la courbe de risque de rupture de la canalisation. Donc nous, on n'a pas de suivi directement sur la canalisation. Par contre, on reste en contact avec les différentes personnes avec qui on a fait les inspections. Et tout au long des différents travaux, nous, on est intéressé d'avoir, parce que quand on fait une inspection, malheureusement, pas toujours possible d'accéder à la conduite dès le lendemain. Donc, on reste en contact en permanence et tant que vous n'avez pas trouvé les défauts qui ont été identifiés, on reste à votre disposition et on est même prêt à revenir sur site pour vous aider à identifier ces défauts identifiés sur la conduite. Ok, pour le panneau. Vas-y, oui. Ouais, je vois que donc, comment évaluer l'épaisseur de la conduite inspectée, données historiques, mesures étalons. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on a la technologie électromagnétique qui du coup nécessite du coup effectivement une mesure étalon, comme vous le dites sur votre question, qui nécessite donc du coup ce qu'on appelle un calibrage. C'est une conduite sur laquelle donc, du coup on va demander peut-être une extraction, comme vous avez vu sur celle du CEDIF. Avec la technologie Pipe Diver Ultra, donc là par l'ultrason, on est capable de faire du coup cet étalonnage des outils par l'extérieur. Donc là, ça ne nécessite pas du coup de passer par un démontage de conduite. On peut très bien venir sur site et parler d'une fouille, contrôler l'épaisseur et contrôler également les informations données historiquement par le constructeur. Et à partir de là, on peut calibrer l'outil Pipe Diver Ultra. Donc le Pipe Diver Ultra, lui, ne fait que les canalisations dites métalliques et l'électromagnétisme est plutôt réservé sur la partie, on va dire, béton précontraint, Bona, où là, nous, on va être capable, comme c'était le cas sur le CEDIF, de mesurer le nombre de brins métalliques qui ont cassé. Et là, par contre, ça nécessite effectivement d'avoir un échantillon de réseau. J'ai une autre question, Yann, sur l'influence de la vitesse d'écoulement sur l'affinité des résultats pour la Smart Ball. Alors, sur la vitesse d'écoulement, il y a une vraie tolérance avec la Smart Ball. On est capable de franchir des points hauts à partir de 0,5 mètres par seconde. Donc, ça a été le cas notamment, là, je vois sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de la compagnie de chauffage urbain parisien, où là, effectivement, il y avait des chambres profondes, donc il fallait franchir des colonnes montantes. Donc là, il faut à minima avoir une vitesse d'inspection de 0,5 mètres seconde. Sur des réseaux plutôt plats, on peut très bien se suffire à 0,3, 0,35 mètres seconde. Et après, on est capable de tenir jusqu'à plus d'1 mètre seconde. Donc, généralement, on couvre 90% des configurations classiques d'utilisation des réseaux. Donc, il n'y a pas une influence particulière sur la Smart Ball. La seule influence qu'il peut y avoir, c'est si on a des fluctuations de la vitesse pendant l'inspection. Il est préférable d'avoir, si possible, de maintenir la même vitesse tout le temps de l'inspection. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, on peut prendre encore une petite minute à désactiver vos micros si besoin. Vous aurez le contact de Yann de toute façon par la suite s'il y a des questions qui se posent une fois que vous aurez reçu la présentation. Est-ce qu'on peut faire une inspection Smart Ball sans traquer en surface? Alors, sur le principe, oui, c'est tout à fait possible, sauf que l'intérêt est double d'avoir ces capteurs. Donc, c'est des petits capteurs qui font à peine 5 cm sur 5 cm qu'on vient coller sur la canalisation. Ces capteurs-là ont une double fonction. Premièrement, ils vont servir de checkpoint. Ça nous permet de valider que la Smart Ball est passée sur ces endroits-là de la canalisation, mais c'est toujours intéressant de les positionner sur des
des accessoires de la canalisation comme des vannes papillons qui pourraient être éventuellement un éventuel risque de blocage, s'assurer que la Smart Ball est bien passée à cet endroit-là, et c'est de même d'ailleurs pour le pipe diver. Et quand on pose ces capteurs-là, on fait des marquages GPS avec une résolution qui va dépendre de la qualité du signal que l'on a le jour où on pose ce capteur-là. Et l'intérêt de ces points GPS-là, c'est que ça nous fait des points de référence et ça nous permet du coup d'avoir, par rapport à l'inspection Smart Ball, des données précises sur le positionnement des fuites. Plus j'ai de capteurs, plus je vais être capable d'identifier avec une précision fine le positionnement de ma fuite et également vous donner la corrélation par l'amont et par l'aval. Donc moi, la Smart Ball est capable de détecter quand elle roule à l'intérieur de la conduite, par exemple, une vanne papillon. Et je vais également moi, être capable, du coup, par la surface, de donner ces coordonnées GPS-là de cette vanne papillon. Ce qui fait que si j'ai une fuite qui est 25 mètres en amont de cette vanne papillon, vous avez sur le terrain la possibilité visuellement de très vite vous rendre sur site et d'avoir ces repères physiques qui sont intéressants pour vous. Et au cas où ce n'est pas forcément identifiable depuis la surface, vous avez du coup des coordonnées GPS qui vous servent de référence pour vous donner les distances des fuites par rapport à ces points spécifiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui s'enchaînent. Ah oui. Là, tu étais en train de répondre à la question de Nicolas. Non, pardon. Alors, sur les réseaux PEHD voilà. ou PVC, comment cela se passe? Alors, ouais. Pour la partie tuyau, on va dire PEHD, PVC, seule la Smart Ball ou le Sahara fonctionne. On n'a pas trop le temps de parler du Sahara aujourd'hui. C'est un peu le même principe de fonctionnement que la Smart Ball. La détection de fuite peut se faire tout matériau confondu. On a simplement besoin d'avoir un minima, un bar de pression. Et à partir de là, tous les matériaux sont éligibles. Par contre, sur la partie pipe diver, comme vous l'aurez compris, c'est un signal électromagnétique ou ultrasonique qui rebondit sur les parties métalliques de la conduite. Donc, malheureusement, les conduites en PVC et PEHD ne sont pas éligibles. Mais après, vous l'aurez compris, vu qu'on démarre le pipe diver sur diamètre en 400, il y a déjà moins de conduites de ce genre de diamètre-là en PVC. Voilà, j'espère que ça répond à cette question. Je vois qu'il y a des intérêts sur le documentaire Brave Blue World. Donc ça, on va pouvoir vous envoyer les codes d'accès pour pouvoir visionner ce documentaire sans difficulté. OK. On va peut-être clôturer, Yann, les questions. J'ai bien noté les 2 questions, les dernières, pour qu'on puisse vous répondre par la suite. Par souci de respect du temps et pour vous libérer. Je vais clôturer sur Waterdrop si tu veux bien et on prend toutes les questions supplémentaires, bien entendu. Alors, je vous prends encore une petite minute pour vous présenter notre programme Watermark. Donc, Watermark est notre programme de responsabilité sociale de Xylem qui nous permet en fait d'éduquer et d'offrir un accès à l'eau propre et à l'eau potable pour les populations dans le besoin. Ça permet finalement à nos collaborateurs de libérer du temps de travail pour participer à des actions de bénévolat en lien avec l'eau ou l'environnement. Et nous avons développé le programme Waterdrop qui est plutôt destiné à nos clients. Pour le coup, c'est le pendant du programme Watermark. Waterdrop, ça se passe via une application que vous pouvez télécharger sur Android ou iOS qui vous permet en fait de scanner des gouttes d'eau que vous avez là à l'écran, donc un QR code qui est intégré dans une goutte d'eau. Ces gouttes d'eau, on les dispose un petit peu partout, notamment sur nos réseaux sociaux en ce moment, forcément, puisque nous ne pouvons pas nous revoir sur des événements. Néanmoins, en temps normal, elles sont diffusées sur nos salons, nos événements, nos brochures également, et elles vous permettent donc de collecter des gouttes d'eau. Et en temps normal, les trois premières personnes qui ont récolté le plus de gouttes d'eau auront la chance de partir au Cambodge pour un voyage bénévole pour nous aider à construire des châteaux d'eau. Néanmoins, le voyage ayant été suspendu pour cette année, chaque goutte d'eau compte et nous permet de financer en temps normal aussi ces châteaux d'eau, puisque c'est tout au long de l'année qu'on construit des châteaux d'eau pour aider ces populations dans le besoin. Donc, c'est un programme qui nous est très cher. Vous pouvez commencer à télécharger l'application et scanner votre première goutte sur cette slide-là que vous recevrez par la suite et suivre toutes nos news sur le sujet parce que c'est important d'aider ces populations qui ont besoin d'un accès à l'eau propre et d'être éduquées aussi sur les gestes d'hygiène. Voilà, merci Yann, merci à tous. Merci à tous. Vous aurez toutes les informations dans un email